Alors, il avait des œufs ou pas Oui, il m'a dit qu'il y avait des œufs aussi. Ouais. Il faut que je pèse les pommes de terre. Le mardi soir, dans la maison de l'écologie populaire, des habitants de Bagnolet, inscrits dans une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, se retrouvent pour récupérer des produits déposés directement par une maraîchère ou pour les cuisiner sur place. Aujourd'hui, on a de 18h30 à 19h30 un atelier cuisine. C'est un cours gratuit de cuisine. On cuisine avec nos produits, le panier. On a même créé un groupe WhatsApp. On partage entre nous les recettes qu'on a réalisées avec les produits qu'on a récupérés à la MAP. On vient une fois par mois, si on a le temps, aider aussi à la distribution pour nos collègues de la MAP. Une fois par semaine, ces riverains viennent à Verdragon, la maison de l'écologie populaire, où de nombreuses activités en plus de la MAP sont organisées. Un lieu de mobilisation pour le mouvement écologiste local. Pourtant, les habitués de ce centre se retrouvent au cœur d'une polémique, taxée de communautarisme dans une lettre ouverte, écrite par d'autres habitants de Bagnolet et largement reprise par une certaine presse. Cette lettre ouverte au maire, elle était signée contre la mainmise des indigénistes, disent-ils, sur la maison de l'écologie populaire qui a été ouverte, inaugurée en mai dernier à Bagnolet. On est en réalité face à l'infiltration de l'islam politique, de l'islam politique qui utilise aussi l'indigénisme, le racialisme pour détruire la République et qui fait de l'écologie, en fait, et notamment des partis comme Europe Écologie Les Verts, mais même la France Insoumise, si on extrapole, un peu le cheval de Troie. Il s'infiltre dans ces partis. À travers la multiplication de ces cas, c'est la multiplication des fameux territoires perdus de la République, qui sont des territoires conquis de l'indigénisme et de l'islamisme et du décolonialisme. Donc ces territoires se multiplient. Pourquoi les habitants du quartier qui viennent se réapprovisionner en légumes dans la maison de l'écologie populaire se retrouvent soudainement insultés d'indigénisme? Pourquoi le lieu est-il pointé du doigt par l'extrême droite? Et pourquoi les militants qui le font vivre sont-ils suspectés? Quelle est réellement la fonction de ce local? Qui sont les bénévoles qui l'occupent? How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. Je ne veux plus me mentir. Bienvenue à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. On va à Verdragon, la maison de l'écologie populaire, le local de deux organisations écologistes, le Mouvement pour le climat et la justice sociale qu'est Alternatiba, et le Front de mer, un syndicat de parents d'élèves. On va les rencontrer. Verdragon, la maison de l'écologie populaire se situe dans le quartier de Lanoux, tout près de Montreuil, au pied des grandes tours d'habitation et à proximité d'un échangeur autoroutier. Le média a pris rendez-vous avec des volontaires de Verdragon pour visiter les lieux. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ici Verdragon? Oui, c'est ici. Je vous fais rentrer. C'est une salle en fait où on fait tous les gros événements, les conférences, les concerts. Elle a une capacité d'accueil qui est assez énorme et puis elle est modulable. Là vous avez tout le programme, c'est ça? Oui, on va distribuer ce programme-là auprès des habitants. Donc on frappe chez eux, on tape à la porte et puis on leur présente le programme. Et donc on en fait régulièrement. Là il y en a un qui est en cours de finalisation parce qu'il y a pas mal d'événements, c'est très riche, très dense, donc il faut qu'on les mette à jour régulièrement. Donc ici c'est une salle qu'on utilise énormément. Il y a pas mal de personnes qui préparent donc une formation Alternatiba. C'est là où on donne pas mal de cours, donc l'école de Verdragon, le lundi et vendredi, donc c'est ici aussi où ça se passe. Alors qu'on découvre les locaux, un groupe d'Alternatiba organise les événements du week-end, prévus dans la maison de l'écologie populaire. Il faut qu'on mette des tables ici. Lulu, elle m'a dit des tables de 1 mètre par 3 par groupe de 7 personnes. Ah oui. C'est facile, hein. On sera une trentaine, entre 20 et 30 personnes demain, et c'est toute la journée, oui. Et on propose diverses choses, soit des formations spécifiques à ce qu'on fait nous, mais aussi une phase du climat. La MAP, le mardi, il y a genre 30 familles qui sont inscrites. Là, la conférence qu'on a faite le 12, il y avait 150 personnes. Sur certaines activités, on arrive vraiment à mobiliser. Et en plus, tous les bénévoles en fait, sur le lieu, c'est beaucoup de gens qui viennent de Bagnolet-Montreuil. L'espace Verdragon foisonne donc d'activités. Parmi les actions de la maison de l'écologie populaire, celles qui concernent l'alimentation sont nombreuses, à l'image de la MAP.
La MAP, ça fonctionne comme une MAP traditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des adhérents qui s'engagent à prendre un panier par semaine et participent aussi chaque semaine aux distributions. Enfin, c'est collectivement organisé, quoi. Il peut y avoir aussi des petits ateliers cuisine. Pendant que certains viennent chercher leurs légumes, d'autres cuisinent le panier. On adhère, on participe, on vient et on organise une visite à la ferme sur le lieu de production. On garde un lien avec aussi la productrice qui s'est lancée il y a quelques années, donc qui a aussi besoin de soutien, d'avoir en fait une production qui est écoulée de façon certaine, puisque c'est des abonnements, donc on s'adapte, c'est 2 saisons. Le principe, c'est de maintenir un lien entre nous, urbains, et puis les producteurs pas trop éloignés. Il y a parfois des ateliers avec des enfants aussi, autour de la nourriture, préparer des plats, découvrir les légumes de saison. Pour comprendre les dessous de cette démarche inédite et le contexte qui explique les attaques contre cette initiative, nous avons interviewé les porte-paroles des 2 organisations qui gèrent cet espace. Salut. Vert Dragon, du coup, c'est la maison de l'écologie populaire. C'est un espace qu'on a créé il y a quelques mois ensemble, Alternative à Paris et le Front de Mer, qui est un syndicat de parents d'élèves. Et pourquoi on l'a créé? C'est parce qu'en fait, on est 2 organisations écologistes, le Front de Mer ici à Bagnolet et en général dans les quartiers populaires et partout en France, et Alternativa, mouvement citoyen qui vise à créer un mouvement de masse pour le climat et la justice sociale. Et en fait, à ce moment-là, on sentait qu'on avait le besoin de montrer qu'en France, on était de plus en plus nombreux et nombreuses à souhaiter qu'il y ait un futur plus juste, plus soutenable, et qu'il fallait le rendre tangible. En fait, on parle beaucoup d'écologie, on parle rarement de l'écologie populaire. En fait, c'est ça le type d'écologie dont on a besoin. Une écologie qui part des besoins concrets de nos quotidiens. Et surtout une écologie qui implique tout le monde. Parce qu'en fait, la transformation, la transition écologique qu'il va falloir enclencher, il va falloir être très nombreux à la soutenir et on va être toutes et tous concernés. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer un lieu où on peut accélérer tout ça, donc parler de toutes ces thématiques-là dans un lieu. Vert Dragon, c'est une maison d'écologie populaire où on cherche à expérimenter ce que pourrait être une écologie populaire, de proximité, de terrain. C'est un lieu vraiment inédit en France parce que justement, lorsqu'on mène un projet écologiste, on a du mal à mobiliser, à faire participer notamment la classe populaire qui vit dans les quartiers populaires. Ça, c'est une vraie difficulté qu'on peut avoir et on le voit dans les projets écologistes. Nous, justement, on essaie de montrer que c'est possible en fait de mobiliser tout le monde et notamment les habitants et les habitantes des quartiers populaires et que c'est possible, que c'est pas si simple et qu'il faut le faire sur le terrain, il faut essayer de partir des priorités, des enjeux des habitants qui vivent dans les quartiers en fait. Et voilà, on se donne les moyens de le faire. Et donc on a un lieu où on mène des projets autour de l'alimentation, autour de la lutte contre les pollutions, de la lutte contre les violences, etc., du point de vue des habitants des quartiers populaires. Et c'est ça qui est inédit et c'est la force du lieu. Pourquoi ça s'appelle Vert Dragon? Alors Vert Dragon, autour de la figure du dragon. Déjà parce que le dragon, c'est une figure qu'on mobilise au sein du Front de Mer, c'est le symbole, en fait, notre symbole de puissance. Donc au-delà même de ce sujet politique que sont les maires, c'est un symbole de puissance contre les violences, contre l'injustice, etc. C'est un symbole qui est très fort dans les quartiers populaires, où il y a une très grande culture autour du manga, en fait, autour du Japon, etc., où la figure du dragon, c'est Dragon Ball Z, c'est Bruce Lee, c'est Game of Thrones. Assumer en fait cette esthétique populaire en fait. Et puis vert, on s'est pas cassé la tête, vert de l'écologie quoi. Donc ça donne ce truc un peu pop quoi. Si on parle d'écologie populaire, c'est en réaction à une écologie qui ne le serait pas. Et force est de constater en France que l'écologie n'est pas populaire dans la quasi-totalité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mobiliser toutes les classes sociales, on n'arrive pas à mobiliser tous les quartiers, on n'arrive pas à mobiliser toute la population. C'est plutôt une population de classe moyenne supérieure qu'on va mobiliser, de centre-ville, etc., etc. Il faut le front le plus large possible pour lutter contre le dérèglement climatique. Maintenant, c'est comment en fait on crée ce front le plus large possible. Il faut y travailler et c'est pas simple parce que c'est vrai que les organisations écologistes font rarement l'effort en réalité de prendre en considération le point de vue des classes populaires de manière générale, cette classe populaire en particulier qui vit dans les quartiers populaires, rarement. Et nous, voilà, on essaie de se donner les moyens de le faire, quoi. Nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il ne faut pas dissocier la question sociale de la question écologique, que c'est en réalité une même question. C'est quoi nos conditions matérielles d'existence, c'est quoi nos conditions de vie, comment on fait en sorte que nos enfants puissent grandir en étant heureux, puissent bien respirer, bien manger, etc. C'est la question sociale et c'est la question écologique. Et donc, on reprend un peu cette idée de justice sociale, justice environnementale, fin du monde, fin du mois.
et aussi pour décloisonner politiquement en fait des luttes autour de la question sociale, des luttes autour de la question du dérèglement climatique, des luttes autour de la question des quartiers populaires, la lutte contre le racisme, contre les violences policières, etc., en essayant de montrer que c'est une seule et même question, qu'on peut mobiliser un outil de libération qu'est l'écologie et que ça peut répondre à l'ensemble des questions que vivent les habitants et les habitantes des quartiers populaires. Avoir un lieu d'organisation autour de la question de l'écologie populaire dans un quartier populaire, c'est déjà ça la différence majeure. Pouvoir s'organiser directement avec les habitants pour lutter contre la pollution de l'air ou pour résoudre des questions de logement, c'est ici qu'on peut le faire. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi un grand enjeu de transmission. Donc il y a beaucoup d'ateliers, d'activités qui sont organisées pour les enfants et pour les familles. Donc typiquement tout ce qui tourne autour de l'alimentation, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'accès à certaines techniques et connaissances, typiquement la radio. Donc on a une fois par semaine un atelier radio. On a des ateliers autour du climat en général, donc des fresques du climat, des choses comme ça. Aussi des ateliers plutôt classiques de danse ou de self-défense, etc., qui sont plus communs, mais qui nous permettent aussi de créer de la communauté, de se retrouver, etc. On a l'habitude de dire que ce qui peut tous et toutes nous mettre d'accord, c'est le désastre écologique qui vient, parce que grosso modo, on va tous mourir. Et nous, on sait à quel point c'est faux. C'est-à-dire que si on doit tous mourir, les habitants des quartiers populaires mourront la veille, quoi. Et les gens qui vivent dans le sud, dans les pays du sud, mourront la veille également, voire même l'avant-veille. Enfin, on sait bien qu'on n'a pas la même capacité d'adaptation selon notre classe sociale, selon notre genre, selon notre couleur de peau. Et donc, ça veut dire à quel point il faut travailler encore plus, en fait, à cette mobilisation autour des enjeux écologistes dans la classe ouvrière, dans les quartiers populaires, auprès des populations non blanches, auprès des femmes, etc., auprès des minorités. Donc il y a un enjeu encore supplémentaire en fait à se mobiliser. C'est ça qu'on essaie de montrer, qu'il y a des inégalités environnementales et qu'il faut donc travailler également à des enjeux de justice, quoi. La situation de nos enfants ici, à Bagnolet, à Montreuil, en face de l'échangeur autoroutier, c'est que nos enfants respirent mal. C'est qu'ils sont très souvent asthmatiques. C'est qu'ils vont avoir une espérance de vie moindre, notamment due aux maladies respiratoires. C'est le fait qu'il y a une surmortalité Covid ici dans le 93 et que c'est notamment lié aux pollutions atmosphériques, etc. Nos enfants, nous-mêmes, enfin la population de manière générale, respire moins bien à Bagnolet par rapport à Paris, par exemple, alors que ce sont deux villes qui sont voisines. Et c'est là qu'il y a la question de l'inégalité qui se pose. Il y a une minorité de riches qui, aujourd'hui, s'est prouvée, et par ailleurs, aussi la minorité qui pollue le plus la planète. Et en fait, le miroir de ça, c'est que la majorité de la population est aussi la plus appauvrie, mais aussi celle qui subit le plus la pollution qui est émise ou soutenue par les plus riches. Vous voyez ? Et en fait, ça a des répercussions très concrètes dans notre vie quotidienne, à commencer par nos quartiers, en fait, par les quartiers populaires et les milieux populaires en général. Nous, on parle souvent des premiers concernés. Et donc ici, à Verdragon, on parle de ça. On fait exactement l'inverse de ce que le système veut. On allie les deux questions parce qu'elles sont intimement liées. On les rend tangibles à travers les différentes activités qu'on mène ici. Il y a eu par exemple des conférences qu'on a organisées avec les ouvriers de Grand Puy, donc la raffinerie de Total. La lutte de Grand Puy, c'est 45 jours de grève reconductible contre la fermeture des capacités de raffinage de Grand Puy. Il faut partir des besoins et des réalités des premiers concernés. Les premiers concernés, c'est typiquement les ouvriers de Grand Puy, mais c'est aussi les paysans et les paysannes qui subissent aujourd'hui la mainmise des lobbies des pesticides, etc. Et c'est aussi, bien évidemment, nous ici dans les quartiers populaires, où en fait on subit la pollution atmosphérique, on subit l'inégalité environnementale à partir de choses très concrètes. Par exemple, comme l'échangeur de la A3, ici à Bagnolet, qui est l'échangeur le plus polluant d'Île-de-France, avec le plus haut grand nombre de véhicules qui passent par jour. Aucune mesure, ou presque pas de mesure d'atténuation de cette pollution sonore atmosphérique. Donc ça fait des problèmes de santé pour les personnes qui vivent ici, en général dans 93. Et pourquoi ce serait comme ça en fait ? Pourquoi ce serait comme ça ici et dans les banlieues les plus riches, l'échangeur il est couvert ou à distance des différentes habitations ? Ce n'est pas normal. Donc là, ce genre de lieu, il nous sert justement à démontrer que la question écologique, elle nous concerne tous et qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on construise ensemble pour pouvoir gagner en fait. Le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il persiste grâce aux inégalités. Comme je le disais, le racisme, les inégalités sociales et les inégalités environnementales. Les séparer n'a aucun sens. La réalité dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, les communautés qui sont les plus affectées par la pollution, par le productivisme, ce sont les communautés racisées, non blanches, ici en France c'est vrai, mais aussi dans le monde. Pas que,
mais particulièrement. Je ne dis pas que parce que, par exemple, les Gilets jaunes démontrent bien que ces inégalités, elles existent pour toute la France périurbaine, en réalité pour tous les milieux populaires. À partir du moment où tu habites dans une zone industrielle ou post-industrielle, tu sais que tu vas avoir plus de risques d'avoir de l'asthme, d'avoir des eaux polluées, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, on est au stade où il faut adresser cette question-là, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on nous renferme dans l'image selon laquelle les écolos ou la question écologique concerne uniquement les classes moyennes bobos des grandes villes. Ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas vrai. Il y a une réalité de terrain historique qui est qu'à partir du moment où il y a de l'auto-organisation, c'est-à-dire où il y a des habitants, des habitantes qui veulent s'organiser pour résoudre des problèmes qui les concernent dans leur quotidien, il y a un blocage, soit institutionnel, soit autre, mais qui fait que, en fait, on ne trouve pas de lieu pour s'organiser. Il faut s'organiser dans les bars, etc., pour essayer de s'en sortir, en fait, tout simplement. Ça, c'est une réalité historique qui existe dans les quartiers populaires et c'est comme ça malheureusement depuis toujours. Donc avec un lieu de ce type, on arrive aussi à briser, on va dire, cette chaîne qui empêche tout simplement l'auto-organisation. C'est très important. Et deuxièmement, est-ce que les gens se sentent concernés par ces questions? Bien évidemment, nous on fait des porte-à-porte très régulièrement dans les différents quartiers ici de Bagnolet. Et la grande majorité des problématiques qui sont soulevées sont des problématiques qui sont environnementales et sociales, écologiques et sociales. Hein. Donc quand on parle de pollution, on ne parle pas juste d'écologie, entre guillemets. Hein. On parle de la santé des gens, donc du coût que la santé a. Quand on parle d'alimentation, on parle aussi de la santé des enfants. Donc du coût que la santé va avoir. Et donc à quel point ce coût est d'autant plus fort quand justement on vient de milieux populaires et on n'a pas toujours les moyens de s'en sortir, ou alors ne serait-ce que d'accéder à une alimentation de qualité parce qu'il y a moins d'accès à ce genre d'offres. Typiquement le système des AMAP. Hein. Le système des AMAP, il est très populaire dans une certaine tranche de la population. Mais en fait, si on la généralisait aujourd'hui, du jour au lendemain, le système ne tiendrait pas 2 secondes. Donc, d'où pour nous l'importance d'avoir une AMAP qui tienne compte de ces réalités-là, qui ne soit pas une AMAP entre guillemets comme les autres, qui sont très bien. L'AMAP, il faut que ça existe. Hein, donc, les coopératives d'achat de légumes biologiques et locaux directement auprès des producteurs. Et nous, notre AMAP, notre logique, c'est de dire qu'il faut faire des paniers solidaires. Il faut aussi des temps où on arrive à cuisiner ensemble, à partager notre temps et notre expérience dans la cuisine, parce qu'en fait, on n'en a pas. C'est ça aussi, très concrètement. Donc oui, certainement, structurellement, il y a un accès qui est moindre, mais par contre, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sensibles ou pas inquiets par ce genre de questions, bien au contraire. La question de l'alimentation a une place aussi importante à Verdragon, pas que, et j'y reviendrai, mais c'est vrai qu'elle a une place importante parce qu'en réalité, le Front de Mer, ici à Bagnolet, a démarré en fait son action, son projet, à travers la question des cantines scolaires. Voilà. Autour de l'alternative végétarienne d'ailleurs, alternative végétarienne qu'on a fini par obtenir à Bagnolet. On a gagné sur l'alternative végétarienne, on peut gagner sur le reste. Il y a un peu cette idée stratégique. Et donc c'est vrai qu'on a commencé sur l'alimentation. Au début, comme je le disais, c'était sur la cantine, donc c'était quelque chose de très précis. Mais évidemment, au fur et à mesure, on s'est conscientisé sur tous les enjeux politiques autour de l'alimentation. Donc ça a commencé avec la cantine, mais ensuite on s'est rendu compte à quel point l'industrie agroalimentaire avait mainmise en fait sur notre alimentation dans les quartiers populaires, dans la classe populaire, à quel point en fait les classes populaires consommaient beaucoup plus de produits industriels, beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de pesticides, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé sur ce truc super précis, puis ensuite ça s'est évidemment élargi. À un moment donné, on s'est positionné en tant que consommateur, consommatrice, en se disant on veut pouvoir nous aussi avoir accès en fait à une alimentation saine et équilibrée, des légumes de bonne qualité en circuit court, etc. Il n'y avait pas d'offre ici à Bagnolet, on a créé une AMAP. Mais c'est aussi le problème plus fondamental de comment on produit et dans quelle mesure, par exemple en région parisienne, de toute façon, il n'y a pas assez d'offres de bonne nourriture, équilibrée, variée, de bonne qualité, etc., par rapport à une demande potentielle large, quoi. C'est-à-dire que si tous les quartiers populaires de la région parisienne se disaient « Ah ben, on va aller chercher notre panier à l'AMAP », en fait, en réalité, il n'y a pas assez pour tout le monde. Parce qu'on ne produit pas de manière à ce qu'il y ait de la bonne nourriture pour tout le monde. Donc c'est bien un problème structurel. C'est donc bien un problème politique par rapport auquel on veut pouvoir travailler, on veut pouvoir réfléchir à ça, et en faisant. Donc il y a cette AMAP, il y a cette idée aussi, ce dispositif autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, c'est aussi un dispositif qui nous intéresse, donc c'est et réfléchir et en même temps faire, quoi. Allons regarder là où il y a aussi des initiatives écologiques dont on ne parle pas, typiquement dans les quartiers populaires comme à Bagnolet.
Et vous verrez avec Front de Mer, c'est l'exemple même. C'est une organisation des quartiers populaires, un syndicat de parents d'élèves qui est écologiste. Voilà, c'est pas, ils n'ont pas eu besoin d'Alternativa ou de quoi ou de caisse pour l'être. Sauf qu'en fait, on ne veut pas que les habitants des quartiers populaires, et notamment les habitants de Seine-Saint-Denis, se mobilisent sur les questions écologiques. On veut les réduire effectivement à la seule question raciale, et encore du point de vue souvent de la droite et de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est même pas la question raciale avec cette idée qu'il faudrait lutter contre le racisme. C'est la question raciale avec ces idées qui sont de plus en plus présentes dans le débat public, où en fait le problème, ce sont les habitants du 93, le problème, ce sont les musulmans, le problème c'est les jeunes des quartiers, etc. etc. C'est-à-dire renvoyer la question raciale, en fait renvoyer la question, oui, du racisme à la responsabilité en fait des personnes qui le subissent. Et moi je peux témoigner du fait qu'on nous a beaucoup empêchés, nous, Front de Mer, donc l'une des parties prenantes ici du lieu, de parler écologie. C'est-à-dire que nous n'étions pas légitimes pour parler d'écologie. Je caricature à peine en disant que nous on était légitimes pour préparer le couscous, ou pour préparer le mafé, mais certainement pas pour venir disserter, pour philosopher sur les enjeux d'alimentation, de réchauffement climatique, etc. Voilà, nous n'étions pas qualifiés pour le faire. Et donc nous, ce qu'on répète, c'est que nous sommes légitimes pour parler d'écologie, parce que nous sommes légitimes pour parler de nos conditions matérielles d'existence, de notre sort, du sort de nos enfants, et qu'on ne veut pas se laisser faire. On ne supporte pas en fait l'idée que cette masse en fait qui vit dans les quartiers populaires puisse se saisir de la question écologique. Aussi, et ça il ne faut pas être dupe, aussi parce que c'est une force supplémentaire en fait dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, les autorités aussi ne sont pas forcément favorables à ça en fait. Je pense qu'il est hyper important de rappeler qu'on est soudés, de dire aussi aux personnes qui critiquent, qui ont des doutes, etc., sincères, pas des petites combines, de venir voir concrètement ce qui s'y passe et de réaliser un petit peu par eux-mêmes. On est à un stade, par rapport à l'urgence climatique, où on ne peut plus se permettre de diviser, de jeter l'opprobre, etc. Nous, notre priorité à nous, c'est de construire un mouvement populaire et radical pour le climat. Et ce mouvement-là, il est fondamentalement antiraciste, il est fondamentalement féministe, il est fondamentalement antiproductiviste, etc., etc. On va continuer à le faire, on va continuer à construire des lieux comme ça. Donc on est conscient du fait que ça va déranger. Ça va déranger ce que nous on appelle l'écologie des puissants, donc les personnes qui ont intérêt à ce que la transition écologique se fasse en gros dans les intérêts des multinationales et du pouvoir. Eh bien, nous on sait que si on veut justement enclencher une transition, il faut que le système qu'on va construire soit exactement à l'inverse de celui-là. Donc on est conscient de ça, on est conscient du fait que ça va déranger certains et certaines, mais on va continuer. Alternativa s'est lancée dans une dynamique de création de ce qu'on appelle les bases ou les alternativas. Donc elles prennent des formes très différentes selon les territoires. Verdragon est très différent de la base de Paris, hein. C'est une logique qui commence à prendre et puis on voit bien que dans le contexte actuel, il faut des lieux en fait. Avoir un lieu, une base logistique, ça change tout quand on est dans la lutte. Malheureusement, l'extrême droite l'a compris très vite, il y a quelques années. Nous, on est en retard par rapport à ça. Il faut absolument qu'on rattrape ce retard-là et qu'on crée justement des accélérateurs de nos mobilisations à travers ces lieux-là, quoi. L'écologie, dans les quartiers populaires, ferait donc peur. Mais Verdragon est déterminé à faire son nid dans la noue et à lutter contre vents et marées brunes pour que les habitants des quartiers populaires aient aussi le droit de s'emparer des thématiques de l'écologie.